Hello tout le monde, salut salut, j'espère que vous allez bien, bonjour tout le monde. C'est parti, on va pouvoir démarrer cet événement. Donc on va passer 45 minutes ensemble. L'objectif vraiment c'est de revenir sur l'implication de nos utilisateurs quand on développe des nouvelles fonctionnalités et donc comment être vraiment user-centric. On va passer du coup 45 minutes ensemble. En bas de votre écran, vous avez un chat pour que vous puissiez poser toutes vos questions. Et vraiment, l'objectif d'Inès et moi, c'est que ce webinaire soit le plus utile et concret pour vous. Donc, que ça puisse vraiment répondre à vos questions. Donc, je compte sur vous pour que vous puissiez être actifs dans le chat et nous poser toutes vos questions. Je vais peut-être, avant de laisser la parole à Inès, donc ça va se passer en interview. Donc je vais poser des questions à Inès qui pourra y répondre et je lirai vos questions si vous avez des questions. Je voudrais juste revenir peut-être sur qui on est, où vous êtes aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on fait cet événement et qui je suis avant de laisser Inès se présenter. En effet, j'ai le mauvais nom qui s'affiche ici sur Livestorm, mais je m'appelle Joséphine et je suis en charge de la pédagogie des écoles de Maria Schools. Alors là, il y a plein d'informations différentes. Ne vous inquiétez pas, restez avec moi. Ce webinaire est organisé aujourd'hui par l'école Lyon et l'école Maestro qui appartiennent au campus Maria. Grosso modo, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais Maria, c'est un campus d'école avec plusieurs écoles qui ont différentes thématiques et une pédagogie commune. L'objectif de Maria, si vous voulez, c'est de remettre l'apprentissage au cœur de notre vie professionnelle pour y être plus épanoui, pour rencontrer des gens, apprendre, grandir et booster notre employabilité à vie. C'est dans ces deux écoles où on retrouve un programme qui est lié au product management et donc c'est pour ça qu'on organise aujourd'hui cet event avec ces deux écoles parce que nos programmes n'ont pas exactement répondent pas exactement aux mêmes besoins et c'est pour ça que ça me semblait aussi important. Je reviendrai sur le pourquoi de ce sujet et donc moi mon boulot c'est de faire en sorte que tous nos participants vivent une expérience d'apprentissage qui est unique. On a une grande communauté et la force de notre pédagogie, c'est que nos intervenants sont des experts terrain, donc représentés aujourd'hui par Inès qui est là pour vous partager, elle, sa vision, ce qu'elle voit au quotidien, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ses questionnements. Et donc, c'est vraiment propre à Inès qui reviendra sur elle, ce qu'elle vit chez Mendo. Si évidemment vous avez des questions sur Maria, sur Maestro ou sur Lyon ou sur les autres écoles, vous n'hésitez pas pareil à les poser. Je serai ravie de vous répondre à l'écrit ou de pouvoir vous contacter par la suite. Juste pour revenir sur pourquoi ce sujet centré sur les utilisateurs dans le développement des nouvelles fonctionnalités en produit. En fait, dans nos deux programmes et dans nos programmes produits qu'on a chez Maestro et chez Lyon, et de manière générale, quand on parle de produits, ce qui est super important, et je pense qu'Inès ne pourra que être d'accord avec ça, c'est vraiment de mettre ses utilisateurs au centre de tout pour être sûr que notre produit ou notre service répond à un vrai problème et pour être sûr qu'il apporte une vraie valeur ajoutée à nos utilisateurs. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. C'est pas toujours simple de comprendre comment est-ce qu'on peut le faire, de comprendre quelles sont les différentes façons de le faire. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Inès, pour qu'elle puisse vraiment nous partager comment est-ce que Mendo s'est créé grâce à ses utilisateurs et comment est-ce qu'ils continuent à développer des nouvelles features grâce aux utilisateurs, grâce au contact qu'ils ont des utilisateurs et grâce à leur connaissance des utilisateurs. Très rapidement pour que ça puisse vous donner des billes pour toutes les personnes qui ont envie de devenir POPM. On a des bootcamps intensifs sur plusieurs semaines en présentiel ou en part-time chez Maestro. Et pour les personnes qui ont envie d'avoir une vision 360 et d'avoir les fondamentaux du produit, on a un programme plus court en 22 heures réparti sur 8 semaines chez Lyon. On vous enverra toutes les infos dans un mail récap. Mais voilà, c'est juste pour que vous puissiez avoir en tête ces éléments-là si vous souhaitez creuser ces différents sujets. Donc, je vous repartagerai aussi, si jamais vous avez des questions sur Maestro, c'est Osvan. Je vous ai mis son mail. Si vous avez des questions sur le programme Lyon, c'est Mélodie. On vous remettra évidemment leur mail et je vous les remettrai aussi en commentaire en fin de webinaire si jamais vous voulez creuser. Pour revenir un petit peu plus sur vous aussi et sur ce webinaire, comme je le disais au début, pour nous, c'est très important qu'on puisse vraiment répondre à vous, vos enjeux, vos questions, vos problèmes, enfin voilà, tous les sujets qui ont du sens pour vous. Donc, dites-nous dans le chat, répondez au sondage, qui vous êtes, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en ce vendredi 13 novembre, vous avez décidé de vous inscrire à ce webinaire et vous avez décidé d'être avec nous jusqu'à midi 45, si on déborde peut-être un petit peu midi 50. Voilà, mais dites-nous quel poste vous avez, pourquoi vous êtes là et qu'est-ce qui est super important pour vous. Je vous laisse répondre au sondage et écrire dans le chat si vous voulez compléter et nous apporter plus d'informations sur vous. Et je voulais enfin remercier Inès d'être avec nous ce matin, d'être avec nous pour cette interview. Merci beaucoup Inès d'être là.
Ce que je te propose, c'est peut-être que tu puisses d'abord te présenter et nous expliquer ton parcours. Oui, ça marche. Bonjour à tous et merci de m'avoir invitée. C'est une grande première pour moi et c'est un exercice intéressant. Alors moi, je suis pas originaire du produit, on va dire. J'ai fait beaucoup de choses avant. Alors, attendez, j'enlève juste. Voilà. J'ai fait beaucoup de choses avant dans ma vie qui m'ont amené là un peu par hasard, en quelque sorte. Donc, je vais vous partager mon expérience qui est ce qu'elle est. J'ai fait des études de pharmacie à la base. J'ai fait des études aussi en parallèle d'entrepreneuriat. J'ai une double activité actuellement et depuis longtemps aussi où je travaille en comportement équin. Voilà, j'ai fait du coup des études agricoles. Je fais énormément de choses qui ont très peu de liens et en même temps, du coup, j'ai une grande expérience du vivant, une grande expérience de l'humain aussi, des mécanismes d'apprentissage, des fonctionnements psychologiques, tout ça, et une rigueur scientifique aussi avec ça. Bah, merci beaucoup Inès. En effet, tu as un parcours qui est hyper riche et très différent. Mais tu vois, on dit souvent qu'il n'y a pas de voie royale pour arriver en produit. C'est en plus un nouveau métier, le métier de product manager. Donc, il n'y a pas forcément qu'un seul métier qui nous amène à ça. Donc, c'est trop intéressant de t'avoir avec nous aujourd'hui pour aussi comprendre comment est-ce que toi, t'es arrivé là et que tu puisses nous partager aussi comment est-ce que ces différentes expériences t'ont permis d'être aujourd'hui cette personne en produit qui va être d'autant plus pertinent parce que tu as aussi d'autres connaissances. Donc, peut-être ma première question, c'est qu'est-ce qui t'a amené à travailler en produit? Bah, du coup, comme du coup, j'ai une autre activité qui est très physique, avec les chevaux, à la base, je cherchais, une seconde activité qui me permettait de concilier, tout ça dans ma vie et qui soit plus calme et du coup, je me suis formée en développement web, chez Epitech, avec une formation, accélérée. J'ai ensuite enchaîné avec un stage de 6 mois chez Mendo, donc l'entreprise pour laquelle je travaille actuellement. J'ai été embauchée et en fait, très vite, je me suis d'abord tournée sur du développement front-end et puis progressivement, j'ai pris ma place en produit parce qu'il y avait un manque à ce niveau-là et qu'au final, c'est ce qui me plaisait le plus. Je suis très, j'ai une vision très horizontale des choses. Ce qui me pousse à faire plein de choses en même temps, à gérer beaucoup de choses. Et c'est vrai que du coup, en produit, j'ai plus, enfin, ça répond plus à moi, mon besoin professionnel que le développement web. Trop bien. Est-ce que tu peux peut-être justement nous partager aussi, toi, ta vision du produit? C'est quoi? Oui, alors, en fait, le produit, c'est vraiment, mmh, c'est le but du produit, ça va être de répondre à des problématiques, business dans un premier temps. Qui sont très liées en vrai avec nos problématiques utilisateurs, puisque bah, chez nous, c'est l'utilisateur qui va acheter ou chez nous, le client et l'utilisateur ne sont pas forcément les mêmes personnes, ce qui Ok. nous amène à avoir deux types de problématiques différentes aussi. Voilà. Et le produit, en fait, ça va être bah, de mettre en place, de réfléchir, ouais, de mettre en place une réflexion autour du produit qu'on vend pour qu'il soit au plus proche des besoins, nos besoins business et les besoins de nos utilisateurs et de nos Trop clients. Dans quelques minutes, tu pourras nous expliquer peut-être un peu plus Mendo pour qu'on Ouais. comprenne avant de rentrer dans ton quotidien day to day. Mais juste avant qu'on se passe à cette partie, je me demandais, toi qui du coup as cette connaissance dev, est-ce que tu penses qu'en produit c'est important de l'avoir? Ou est-ce qu'en fait c'est un plus mais c'est pas forcément nécessaire? Et je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont différents avis sur ces sujets-là. Toi, t'en penses quoi? C'est un atout, c'est clair. C'est important que le produit comprenne les problématiques de développement. Mhm. Et l'équipe produit et l'équipe dev pour que ça fonctionne bien, il faut qu'elles soient vraiment liées l'une à l'autre. Après, je pense qu'il y a des très bons product owners et product managers qui ont jamais dev et qui ont quand même ce sens-là sans ça.
Ok, super clair. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux peut-être revenir sur Mendo? Quand est-ce que ça a été créé? Qu'est-ce que c'est? Et comment vous êtes organisé aujourd'hui? Alors Mendo, c'est une start-up, on a 2 ans, un peu plus. On est une dizaine actuellement. Notre produit, du coup, nous, on vend une application de formation intégrée dans des logiciels. Donc, on a commencé par Excel. Donc, notre premier produit s'intègre dans Excel. Et je pourrais vous montrer si vous voulez après, mais voilà. Euh, on a accès à des leçons vidéo et des exercices pratiques directement dans Excel. Donc, en gros, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre avec un exercice et une auto-correction. Aujourd'hui, on est en train de créer un deuxième produit qui s'intègre dans ChatGPT Ok. de la même manière. Et demain, l'idée, c'est de s'intégrer sur toute la suite Office, sur Copilot aussi, qui sort là actuellement. Voilà, et puis pourquoi pas aller même sur d'autres logiciels par la suite. Trop bien. Sur notre organisation, tu me demandais. Alors nous, on est 10. On est vraiment au tout début de la startup, donc on est tous un peu sur tous les fronts. Personne n'a vraiment un poste défini, même si ça commence à se définir de plus en plus. Donc on a une équipe sales depuis peu qui est avec nous, une équipe dev où on a 5 devs actuellement. L'équipe produit, c'est principalement moi avec notre CEO Quentin, mais qui lui aussi est un peu sur tous les fronts, sales, marketing, et cetera. Et j'ai aussi un des devs front-end qui m'aide beaucoup sur la partie UX design. Ok. Et voilà, en gros. Bien. Donc oui, en effet aussi, dans la boîte, si vous êtes 10 et qu'il y a la moitié qui sont des devs, c'est aussi que vous avez une culture assez forte sur ces sujets-là. D'où aussi cet atout d'avoir comme toi un background qui vient, ou au moins de pouvoir comprendre et de pouvoir collaborer au mieux avec les devs, c'est sûr. Est-ce que tu peux peut-être juste nous rappeler avant qu'on aille sur les sujets, comment est-ce que vous incluez vos utilisateurs dans la création des nouvelles features, mais peut-être toi, ton rôle justement en tant que responsable produit, c'est quoi ton objectif? C'est quoi tes grandes missions? Alors moi, en produit, je suis en charge de notamment tout ce qui est UX Research, l'UI, UX Design, donc que je fais avec Erai, qui est développeur. La définition du contenu des leçons que je fais avec Alexandre, notre CTO. J'ai aussi plein de tâches annexes en administratif. Là, actuellement, par exemple, je suis directeur de casting, je suis en train de caster des acteurs pour des vidéos. Donc voilà, c'est le genre de truc qui rentre dans mes fonctions. Et puis sinon, surtout de la gestion de projet, l'organisation du produit. Il y a beaucoup de choses à mettre en place au niveau process parce que quand je suis arrivée, c'était encore au tout premier point où on faisait au jour le jour comme on pouvait. Donc il y a pas mal de choses à faire. Voilà, avec les contraintes de temps qu'on a et surtout les contraintes d'une jeune start-up qui doit faire ses preuves. Donc Mm. voilà. Si on revient juste sur les compétences clés quand on travaille, quand on est responsable produit, quand on est en charge du produit, là tu l'as dit, donc il y avait quand même toute la partie gestion de projet, donc organisation. Tu disais aussi que tu bossais pas mal avec différentes personnes et donc différents métiers, donc je suppose la communication et la collaboration avec les différentes équipes. Est-ce qu'il y a d'autres compétences clés qui te semblent vraiment importantes à mentionner aujourd'hui? Ouais, le côté humain, donc tout ce qui est management, empathie, que ce soit pour les utilisateurs et pour les équipes aussi. C'est super important, je pense que c'est même le plus important. Mm. La rigueur scientifique, c'est important, surtout quand on fait de la recherche, si on veut pas perdre son temps. Et puis, comme tu as dit, l'organisation, la capacité à hiérarchiser ce qui est important, ce qui est les moins, parce qu'en fait, on passe son temps à avoir des bonnes idées, mais à devoir les laisser de côté ou faire des compromis, quoi. Super clair. Est-ce qu'on peut peut-être revenir sur le sujet maintenant vraiment d'user centricity? Déjà, ça veut dire quoi pour toi être user centrique? Et ben,
nous, on développe un produit pour nos utilisateurs, donc il faut que ce produit soit vraiment colle au maximum à leurs besoins et surtout qu'il soit facile à utiliser, à comprendre pour eux. Nous, on le voit vraiment bien à notre échelle parce que le produit a fait des bonds en avant à chaque fois qu'on fait un projet. Vraiment, c'est assez satisfaisant. On a des super retours et c'est vrai que plus on vient coller aux besoins et plus on essaie de comprendre nos utilisateurs, plus le produit prend en qualité, quoi. Mmh. Et justement, pour énormément inclure vos utilisateurs, pour faire toute la user research, pour comprendre leurs besoins et pour comprendre la façon dont ils s'en servent. Et justement, tu disais, en fait, un bon produit, un produit qui est super facile à utiliser. Donc, tout le parcours utilisateur. Comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez mis des process réguliers en place? C'est quoi là-dessus, votre organisation? Ouais, et alors oui, on a mis en place des process et je vais pouvoir du coup te partager mon document Miro que j'avais fait pour présenter ça à l'équipe. Trop bien. Euh, alors Miro, c'est un des logiciels que j'utilise pas mal. Alors je regarde juste comment on fait pour partager l'écran. Normalement, en bas de ton écran, il y a une petite flèche où il y a écrit partager avec. Voilà, parfait. C'est bon. Vous voyez mon super schéma Parfait. coloré. Ok. Ok, donc l'idée, donc là j'avais défini toutes nos équipes, sachant que nos équipes elles sont très mélangées, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont dans beaucoup d'équipes. Donc ce schéma, il présente la vie d'un projet depuis une nouvelle idée jusqu'à ce qu'on le release en, pour nos utilisateurs. Donc si on repasse dessus, les idées chez nous, elles peuvent provenir soit de l'équipe, soit des utilisateurs. Ok. Une fois qu'on a récupéré les idées, donc les idées, on les récupère soit, voilà, c'est entre nous, donc on en discute entre nous, soit lors du X Research ou alors quand on va chez nos clients. On met tout ça dans notre backlog produit. Ensuite, on va devoir hiérarchiser. Il y a beaucoup d'idées qu'on garde de côté pour plus tard, notamment. Et on va ensuite faire une phase du X Research pour savoir si l'idée, elle est vraiment bonne, est-ce qu'elle répond vraiment à un besoin. Et voilà, pour pouvoir derrière ça, hiérarchiser nos projets. Du coup, une fois qu'on a décidé de se lancer dans un projet parce qu'on sait qu'il y a un vrai impact, va falloir définir le projet. On va ensuite confronter nos premières idées aux utilisateurs. Donc là, on refait une phase du X Research, généralement avec des mock-ups ou des prototypes. On fait tout ça avec Figma. Je pourrais vous montrer après. Et on loupe là-dessus tant qu'on n'a pas quelque chose qui est convaincant. Mhm. Bon, après, j'ai un vide. Une fois qu'on a validé ça et qu'on est sûr de notre projet, on va faire ah oui, c'est ça qui manque, les specs produits. Donc, définir vraiment ce qui est. Ça, je peux vous montrer. Touc, touc, touc. Là. Donc là, par exemple, j'ai toute ma liste de mes projets en cours ou à venir. Et si on reste sur le module ChatGPT, donc voilà. Donc là, j'ai tout l'ensemble des réunions qu'on a mis, qu'on a eues sur le sujet, nos tickets de développement. Et ensuite, là, les specs produits, donc avec nos stories qui expliquent aux devs justement exactement quelles sont les problématiques produits et comment on va y répondre. Trop Donc, bien. on explique tout ça en détail. On fait un kick-off aux devs après pour leur expliquer. Bon, généralement, les devs sont très impliqués, même au niveau produit. Souvent, moi, quand je fais mon UX Research, par exemple, j'ai toujours un writer avec moi et on change tout le temps. Donc, en fait, tout le monde dans l'équipe
participe à l'UX Research une fois au moins. C'est ça. Voilà. Et Et tout le monde participe à la user research au moins une fois. Est-ce que quand vous arrivez chez Mendo, vous êtes formé du coup pour savoir les étapes, les méthodes importantes, pardon, les étapes, la posture, enfin comment ça se passe si tout le monde est impliqué? Est-ce que c'est toi qui les formes? Est-ce que vous avez un Notion, une Bible qui explique les grandes règles? Comment vous faites? bah, du coup, c'est moi qui gère tous ces enfin, cette partie-là du produit. Et quand une nouvelle personne arrive et que je dois l'inclure là-dedans, bah, en fait, je vais simplement lui faire un topo de comment ça fonctionne, comment Forme. que j'attends de cette personne aussi. Généralement, c'est moi qui fais les interviews et l'autre personne est surtout là pour prendre des notes. En fait, ça nous permet en interview, c'est vraiment aussi un conseil en interview à faire, c'est d'être deux, de se dispatcher le boulot. Quelqu'un qui interview et l'autre qui prend en note. Ça, on le fait aussi avec Miro. Je dois l'avoir. Talk. Voilà. Là, par exemple, c'est la recherche où, en gros, pour chaque utilisateur, la personne prend des notes et ensuite, moi, bah, comment dire, je sorte tout ça. Enfin, Tu tries et tu mets dans des catégories. exactement. Et du coup, après, j'ai mon Notion pour ma recherche où là, pareil, j'ai toutes mes recherches et pour chaque recherche, en fait, donc c'est là où je vais la préparer. Tout le monde a accès à ça, bien sûr, donc n'importe qui peut aller chercher des informations s'il a besoin. Tout le monde sait où c'est et tout est centralisé au même endroit pour tous nos produits. Parce qu'on a, par exemple, là, on travaille sur un back-office en interne. C'est un produit pour nous. On centralise au même endroit. Donc là, pour ma recherche, donc j'explique les objectifs, les questions qu'on se pose et auxquelles on veut répondre. Des KPI s'il y en a. Bon, là, c'était une recherche fondamentale, donc il n'y en avait pas. Nos hypothèses, qu'après je vérifie ou pas. Trop bien. J'explique l'approche, la documentation, mes notes si j'en ai besoin, et mes conclusions de tout ça. Tac, tac, tac. Les next steps. Et enfin, du coup, s'il y avait des KPI, on refait un tour derrière pour mettre nos conclusions data. Est-ce que ça a fonctionné? Est-ce que ça a pas fonctionné? Etc. Trop bien. Et comment Voilà. tu définis le nombre de personnes que tu vas interviewer? Comment tu définis, tu vois, un peu genre, OK, tes personas et quelles personnes tu vas aller interviewer? Est-ce que vous êtes plusieurs à faire cette partie-là? Et à quel moment tu dis, OK, c'est bon, j'ai rempli enfin, tu vois, j'ai interviewé assez de personnes pour que mon étude et mon échantillon soient représentatifs? Alors, déjà, on ne fait pas forcément que des interviews. L'interview, c'est un outil parmi d'autres en UX Research. C'est un outil qualitatif, donc on va avoir des réponses qualitatives, c'est-à-dire avec beaucoup de renseignements, mais pas en nombre en fait. Si j'ai besoin d'avoir beaucoup plus de nombre, je vais plutôt partir sur un survey par exemple. On peut aussi faire des interviews en groupe, c'est des Ouais, choses qu'on a déjà fait. des coquilles. Voilà. Et il existe encore plein d'autres choses, je suis sûre, mais pour l'instant, j'ai pas testé plus que ça. OK. Du coup, combien je prends? Bah, en fait, ça va dépendre du projet, ça va dépendre du temps que j'ai, de l'objectif de la recherche. Souvent, c'est des compromis entre, avoir suffisamment de gens pour avoir quand même un retour intéressant et en même temps pas y passer trop de temps. Donc là, par exemple, sur celle-ci, j'ai pas écrit. Je ne me souviens pas combien j'avais de personnes, mais pas beaucoup. Enfin, on l'a vu là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'ai interviewé 9 personnes. Après, ce qui est important aussi, c'est le recrutement de ces personnes. C'est-à-dire, si tu prends que des jeunes de 20 à 25 ans, par exemple, pour un produit tech, tu risques d'avoir des surprises derrière. Donc, nous, on essaye vraiment d'avoir des profils assez variés. Et puis, pour cette recherche-là, surtout, on va faire un survey avant avec 300 réponses. D'accord.
Voilà. Et du coup, pour tout ce qui est user research, que ça soit sous forme d'interview, sous forme de survey et focus group, c'est quoi les outils que tu recommandes, pardon? Et j'en profite du coup pour poser une question qui a été posée sur Miro, qui est est-ce que c'est un outil qui est assez simple à prendre en main et est-ce qu'il est payant? Alors, Miro, c'est payant, mais c'est trop génial. Nous, avant, on était sur Mural en version gratuite, mais quand on a pu passer sur Miro, on l'a fait. C'est une UX researcher chez Yego qui me l'a conseillé. Je sais pas si vous connaissez les scooters électriques. Et ouais, non, c'est vraiment génial. Par contre, c'est payant. Je me souviens plus combien c'est, mais ça doit être ça doit être abordable, sinon on l'a parce qu'on n'a vraiment pas des versions payantes, sur beaucoup de logiciels. Le truc vraiment trop génial avec Miro, et rien que pour ça, ça vaut le coup, c'est, ce truc-là. En fait, on peut générer des notes ultra rapidement, comme ça, et la prise de notes, elle est vraiment, super agréable. Donc là, on génère des tickets, voilà. Ouais. Et la prise en main, elle est, ça va. C'est si pour des gens qui ont l'habitude, de ce genre de board, ou même Figma, et cetera, ça se prend vite en main. D'accord. Voilà. C'était quoi Ouais, pardon. Est-ce que tu as d'autres le outils qui sont clés? Donc, vous êtes beaucoup sur Notion pour pouvoir bien communiquer, stocker les infos, que tout le monde y ait accès et pouvoir aussi. Enfin, en fait, nous, on sert de Notion et c'est tellement puissant. Ouais, t'as ouais, tellement c'est génial. de trucs que tu peux faire. Donc, voilà. Donc, toi, tu as Notion, pardon, tu as Miro. Est-ce que tu as Ouais, d'autres outils qui te paraissent hyper importants d'avoir? ouais. Alors, nous, on a Notion, on a aussi, un OneDrive où on met, tous nos PDF, enfin tous nos documents, quoi. Miro, c'est vraiment plus pour l'UX research ou alors, quand on va faire là, par exemple, cet après-midi, on fait un vote pour l'acteur qu'on va prendre et j'ai, préparé ça sur, Miro. Hem, Figma, bien sûr, pour ce qui est mock-up et prototype. Ça, c'est génial. Là, par exemple, genre, c'est mon prototype, pour, Mendo-GPT. Il veut bien bouger, voilà. Qu'est-ce qu'on utilise? Bah, Slack Ouais. pour, communiquer. Après, nous, on est, en quasiment, full télétravail dans l'équipe. Hem On a des bureaux depuis très peu, donc l'équipe sales est un peu plus en présentiel que nous. Et donc du coup, on travaille beaucoup, donc ça c'est indépendant du produit, mais c'est trop génial aussi. On travaille sur Gather, je sais pas si vous connaissez Non, moi, je ou connais en pas. connaissez, parce que c'est vraiment trop génial. Donc ça, c'est mon petit personnage là que vous voyez qui était dans son coin. Et genre en fait, on est tous dessus, on peut aller se parler les uns les autres. Et quand on va voir quelqu'un, on voit sa caméra et son micro et on peut discuter comme si on était en réel, quoi. D'accord. Donc voilà, ça c'est notre environnement de travail et ça en fait, bon ça a l'air marrant comme ça, mais c'est vraiment génial parce que, pour des équipes en télétravail, 100 le risque c'est qu'on perde en communication parce qu'on va pas, par exemple, ce qu'on ferait en non virtuel, d'aller, dans le bureau de l'autre, pour Mmh. lui dire une connerie par exemple, on le ferait pas, si on n'utilisait que Teams parce qu'on va pas aller déranger. Par contre, sur Gather, c'est génial parce que, bah, là, par exemple, voilà, moi, je suis en mode, me dérangez pas, donc personne va venir me voir, ils peuvent pas de toute façon. Par contre, si je suis à mon bureau, n'importe qui peut venir me voir, même si c'est juste pour, me dire, pour me faire une blague ou quoi, il y a pas de problème. Et donc en fait, on passe notre journée quand même à être en communication, à travailler, ensemble. On fait toutes nos réunions, sur Gather. Voilà, ça, Ouais. c'est un Permet quand un même de truc chouette. pouvoir communiquer avec les devs, avec les sales et de faire remonter certains éléments assez rapidement pour fluidifier tous vos besoins. Trop bien. Pour revenir peut-être sur la régularité, c'est une question, je suppose, qui dépend évidemment des projets qui sont en cours, mais tu vois, sur les fonctionnalités que tu vas développer, par exemple, est-ce que tu contactes et t'échanges avec des utilisateurs potentiels en amont, puis une fois que tu commences à lancer, puis quelques mois après, enfin, comment tu t'assures si tu veux que cette fonctionnalité, elle répond bien à un besoin, qu'elle a été bien prise en main, qu'elle est toujours utile? Est-ce que vous avez des moments définis? Est-ce que pour le moment, c'est plutôt en fonction du projet? Alors, il y a la théorie
qui est bien pensée, bien réfléchie. Et puis après, il y a la pratique qui est un peu moins bien faite. Mais en gros, si tu veux, nous, on a 3 types de recherche. La recherche fondamentale, c'est ce qu'on va mettre en place au tout début de projet. Ça va nous permettre de comprendre nos utilisateurs, comprendre les besoins. Voilà, par exemple, pour MendoGPT, c'était de la recherche fondamentale. On a vraiment cherché au tout début à comprendre à qui allait parler ce produit. Donc, c'est un produit de formation sur ChatGPT. Et essayer de commencer une réflexion autour de maintenant qu'on sait quels sont les besoins, comment on va y répondre. Ensuite, on a de la recherche évaluative où là, on va évaluer déjà un premier rendu. Donc, à partir de ce qu'on a eu en recherche fondamentale, on va faire des mock-ups, un prototype, et puis on va aller le confronter à nos utilisateurs. Donc ça, par contre, ça se fait beaucoup plus en interview généralement. En tout cas, là, sur cette recherche-là, c'était le cas. D'ailleurs, généralement, on ne définit pas le type de recherche qu'on va faire avant de préparer la recherche. En fait, ça, c'est vraiment un truc important, c'est que si vous avez vu mon document, en fait, il ne faut pas sauter d'étape. On commence d'abord par définir quels sont les besoins de la recherche, quelles sont les questions clés, les questions auxquelles on veut répondre, quelles sont nos hypothèses. Et ensuite, une fois qu'on a ça, maintenant, on regarde les hypothèses et on se dit, comment on va répondre à telle ou telle question. Et parfois, on a besoin de plusieurs phases de recherche aussi. Du coup, je me suis un peu perdue la question. Ouais, l'évaluative, donc c'est ça. On va chercher à évaluer ce qu'on a fait. Et ensuite, on a un autre type de recherche qu'on fait moins parce que ça demande d'avoir plus d'espace en temps, je pense. C'est la recherche générative. Ça va être plutôt pour générer des nouvelles idées, en gros. Générer des nouvelles idées, tester des nouvelles idées qu'on aurait pu avoir et voir s'il y a un marché. Voilà. Mais du coup, ça demande. Je pense que c'est peut-être plus utile pour des boîtes plus avancées que nous. D'accord. Et toute cette partie, justement, entre ces 3 différents types de recherche et sur la recherche de manière générale et sur l'implication de tes utilisateurs dans la création de nouvelles fonctionnalités, tu dirais que tu dédies combien de temps? Enfin, tu vois, si on prend ta semaine à 100%, tu penses, est-ce que c'est toutes les semaines 20% de ton temps? Comment tu dédies un nombre de Pour la temps? recherche, tu veux dire? Pour Ouais, l'UX Research? ouais. En fait, c'est par phase. J'ai pas de semaine type. Il y a des moments où je vais être à fond dans la recherche et ça va me prendre peut-être 3 semaines ou beaucoup moins hein, si c'est moins long, ça dépend. Généralement, ça me prend pas beaucoup plus de temps que ça, par contre. Je suis jamais sur des longues recherches de plusieurs mois. Ok. Il faut que ça aille vite chez nous. Par exemple, là, MendoGPT, on a commencé à en parler avant les vacances, en juin. On le sort ce mois-ci. Et on a tout fait. Enfin, voilà, on a fait la recherche, on a développé, on est en train de créer le contenu actuellement. Voilà, il faut que ça aille assez vite. Donc, ouais, je dirais, ça me prend entre 1 à 3 semaines par projet. D'accord. Super clair. Et évidemment, dans cette de la partie toute recherche, tu disais qu'en fait, tu incluais aussi chaque personne de la boîte. Si on prend pas la partie où tu as toujours besoin de quelqu'un qui vient prendre les notes, est-ce qu'il y a des équipes avec lesquelles tu bosses particulièrement en amont pour définir le besoin? Et si oui, c'est quelles équipes? Euh, Non, en vrai, alors moi, je travaille avec Quentin qui, lui, a une très, très bonne vision business, très bonne vision de ce qui se passe en sales, en marketing. C'est notre CEO. Mhm. Donc, en fait, moi, je vais pas travailler avec ces équipes-là particulièrement. Euh, Après, ça m'empêche pas d'aller voir individuellement des gens qui m'intéressent pour pousser la réflexion, mais c'est pas parce que il est dans l'équipe sales ou marketing. Euh, donc non, la réflexion, elle se passe vraiment au niveau produit, mais aussi parce qu'on est tous beaucoup en lien. Et mon CTO, du coup, Alexandre, lui aussi, il est très lié au produit. Donc en fait, par Quentin et Alexandre,
Ouais, On lit toute la boîte. trop bien. Et est-ce que tu aurais tu vois, les do's et les don'ts quand tu te lances et quand tu as envie d'être de plus en plus customer-centric et de vraiment partir du problème des utilisateurs ou de leur avis en tout cas, est-ce que tu as des grands conseils à nous partager, que ça soit à faire, tu vois, des choses que toi, tu aurais peut-être aimé avoir en tête il y a quelques mois ou il y a quelques années quand tu t'es lancé, et donc des choses à faire et surtout aussi des choses à ne pas faire parce que c'est pas la bonne façon, parce que c'est épuisant, parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Est-ce que tu as des éléments à nous partager là-dessus? Je pense qu'il faut toujours avoir en tête ses objectifs et les objectifs business de l'entreprise. Ça, c'est vraiment super important. Moi, j'ai pas trop de mal avec ça parce que je hiérarchise assez facilement, mais je sais que bah, même dans mon équipe, j'ai certaines personnes qui peuvent avoir un peu du mal avec ça et ça se travaille. Euh, voilà, vraiment. Tout ce qui est organisation, hiérarchisation, ouais, ça c'est le truc, le plus important, je pense, quand on travaille en produit D'accord. et le côté humain. Mais bon, c'est pareil, je pense qu'il y a une partie, un peu, bah, on l'a naturellement, et après, ça se travaille. Le management, par exemple, ça se travaille, Ok. ouais. Et justement, pour des entreprises qui ne le sont pas encore, elles commencent par quoi? Enfin, c'est quoi les premières étapes pour le devenir? C'est quoi les premières étapes, quoi? Ouais, alors ça dépend de la taille de l'entreprise et du temps qu'ils ont, enfin, nous, dans notre cas, la première année de Mendo, le produit était assez laissé à l'abandon, on va dire, simplement parce qu'il y avait un manque d'effectifs et que du coup, les personnes qui géraient le produit géraient en même temps tout le reste. Donc forcément, il n'y avait pas de recherche utilisateur, par exemple. Euh, hum, En fait, c'est assez difficile de répondre à ta question parce que ça dépend vraiment des besoins et des moyens de l'entreprise, je D'accord. trouve. Ok. Mais peut-être pour se lancer, il y aurait de toutes les façons se poser la question des objectifs et des informations et ensuite reprendre ces notions et tu vois, démarrer par les différents projets qu'il pourrait y avoir, prioriser et en fait Bah, se puis peut-être lancer. mettre en place des process, mais il faut que ça soit à l'échelle de notre entreprise. Moi, les process que j'ai mis en place, c'était, et d'ailleurs, je continue au fur et à mesure, hein. Là, ce que je vous ai montré, par exemple, la frise. Mhm. Bon, ça, je l'ai posé sur le papier une fois. Déjà, ça faisait plus de 6 mois que j'étais dans l'entreprise. Là, ça fait 1 an et demi que je suis là. Et ensuite, à chaque projet, j'ajoute quelque chose. Mais quelque chose qui est là pour simplifier la vie de tout le monde, pas quelque chose qui est là pour mettre du process chiant et compliqué à suivre. Donc, ouais, s'adapter à ses équipes peut-être. Super clair. Et est-ce que justement, toi, après avoir là depuis 1 an et demi dans une boîte qui est très tournée utilisateur, est-ce qu'il y a des erreurs de base à éviter? Est-ce qu'il y a des clichés à briser? Est-ce qu'il y a des idées reçues qui, en fait, desquelles il faut s'éloigner? On parle beaucoup des biais, par exemple, qu'on pourrait tous avoir. Est-ce que là-dessus, tu as des conseils pour justement être vraiment tourné utilisateur et pas partir avec une idée dans sa tête et foncer sans forcément prendre en compte l'avis des utilisateurs. Mmh. Ouais, bah, ça, c'est le côté un peu rigueur scientifique où, bah, comme dans toute recherche, on fait une analyse des biais, il faut bien choisir les gens qu'on va interviewer ou les gens qu'on va avoir en survey. Il faut bien tourner son survey pour que les questions, soient pas biaisées. En fait, il faut en avoir conscience et prendre, le biais, il existe tout le temps, hein, même quand on en prend conscience, mais quand on sait que c'est biaisé et qu'on sait dans quel sens c'est biaisé, bah, on peut en tenir compte, quoi. Et après, bah, il faut pas non plus que, le retour qu'on a des utilisateurs soit, enfin, ait une valeur plus importante que ce qui se passe en interne aussi dans l'entreprise. Je veux dire, c'est une voie supplémentaire, c'est intéressant de le savoir et de le prendre en compte, mais voilà, faut avoir du recul aussi sur ce qu'on retire de l'UX research. Et après, nous, dans notre cas, ce qui est bien, c'est que
comme on travaille, on n'a pas tous les mêmes objectifs dans l'entreprise. Forcément, ceux qui sont en vente, ils sont plus axés clients en vente, nous en produit, plus axés utilisateurs. Du coup, en fait, on arrive à se trouver un équilibre, à aussi pas passer trop de temps en recherche parce qu'on peut aussi s'y perdre. Ouais. Voilà. Le risque en passant trop de temps, c'est de perdre du temps inutilement. Vaut mieux, ouais, faire moins mais efficace. Voilà. Ça revient, comme on disait tout à l'heure, choisir le nombre d'utilisateurs. Je crois j'avais lu quelque part qu'à partir de 5 utilisateurs bien choisis, tu commences déjà à avoir des infos intéressantes. Et moi, je le vérifie, en fait, généralement. Là, tu vois, j'ai 9 personnes. Ça nous a vraiment permis d'améliorer l'UI et l'UX du produit. C'était l'idée, c'était l'objectif. Je pense que si j'en avais fait 5 de plus, ça ne servait à rien. Ça aurait juste reconfirmé la même chose. Super clair. Donc en fait, quand on se lance, le début, c'est quand même de toujours être centré business et revenir sur les objectifs business. Et en fait, ne pas oublier que le produit, c'est le business. Ouais. Hiérarchiser, s'organiser et pas y passer trop de temps parce que sinon, en effet, il y a toujours des gens que tu peux interviewer. Il y a toujours des personnes qui vont pas forcément en plus avoir le même avis. Donc je suppose qu'au bout d'un moment, ça peut même te perdre un peu parce que tu pourrais y passer tout ton temps. Être très à l'écoute, faire attention aux biais, évidemment. On a bien en tête les différentes méthodes dont tu nous parlais, qui étaient à la fois les interviews, les formulaires, donc les surveys, les sondages, pardon, et les focus group, qui sont là des groupes d'interviews, mais à plusieurs personnes par individuel. Est-ce que j'ai oublié des éléments clés, tu penses, là? Juste sur le recrutement des testeurs, je trouvais ça intéressant d'en parler parce que du coup j'en discutais l'autre jour avec mon frère qui lui travaille donc chez Yego en produit et en dev. Euh, et, euh, et en fait c'est pas ça se réfléchit aussi. Donc nous pour notre produit on a des utilisateurs qui ont téléchargé l'application. Donc je peux déjà avoir dans cette base de données euh, piocher mes testeurs, par exemple, dès qu'on va envoyer un mail, que ce soit un mail marketing ou un mail produit, par exemple, si j'envoie euh, un survey, je vais proposer à toutes ces personnes-là de devenir testeurs pour nous. D'accord. Euh, Ensuite, à chaque fois que je vais, là par exemple, en ce moment, je fais donc passer des castings d'acteurs, je vais derrière leur proposer à tous de devenir testeurs pour nous. Voilà. Et comme ça, en fait, je me retrouve avec une banque de testeurs assez intéressante et je peux assez facilement piocher pour avoir des interviews facilement, même du jour au lendemain, parce que vu que nous, on travaille vraiment tout le temps dans l'urgence, j'ai pas 3 mois en fait pour me décider. Là, par exemple, les acteurs, je les choisis aujourd'hui. Mardi, on est en tournage. J'ai pas encore écrit les scripts, mais il va falloir que je le fasse entre-temps. Donc, Ouais. on est vraiment tout le temps dans l'urgence. Donc voilà, il y a ça. Ouais, pour le recrutement, Et c'est tout. du coup, dans tes recherches, généralement, tu essayes d'avoir, bon, je suppose que ça dépend aussi des sujets des recherches, hein, mais d'avoir à la fois des gens qui sont utilisateurs et à la fois des gens qui connaissent pas encore votre produit. Est-ce que tu fais majoritairement des gens qui sont dans vos bases, enfin, qui sont déjà utilisateurs parce que c'est pour améliorer le produit ou t'as les deux? Je sais pas si ma question est très claire. Ouais, Ouais. j'ai compris, ouais. En fait, ça dépend de la recherche. Il y a des recherches sur lesquelles j'ai besoin que les gens connaissent le produit avant, Mhm. ou d'autres où en fait c'est préférable qu'ils ne la connaissent pas. Par exemple, quand on a refait l'introduction de Mendo Excel, en fait, ça m'a arrangé d'avoir des gens qui connaissaient pas le produit, parce que ceux qui connaissaient étaient biaisés. Euh, Après ça, on a fait un projet de gamification. Mhm. Là-dessus, c'était plus intéressant d'avoir des gens qui connaissaient le produit pour qu'ils aient la vision avant, après. D'accord. D'ailleurs, j'ai mixé. J'avais des gens qui connaissaient, des gens qui connaissaient pas. Et là, par exemple, pour Mendo GPT, euh, du coup, personne connaît Mendo GPT vu que ça n'existe pas encore, mais dans le lot, il y en a qui connaissaient un peu Mendo Excel, mais pas tant que ça, en fait. Donc, en fait, je leur présentais comme un nouveau produit. Mais D'accord. comme ce qui m'intéressait, euh, euh, c'était pas le fait qu'ils connaissent ou pas Excel, pour les mettre tous à égalité, je leur ai fait une présentation où je leur ai expliqué tout le fonctionnement de Mendo, enfin de l'application,
Moi, tout ce qui m'intéressait, c'était leur avis sur l'UI de la partie exercice. Donc, en fait, pour moi, c'était important qu'ils comprennent le principe, qu'ils comprennent comment ça fonctionnait, et qu'ensuite, ils me donnent leur avis sur cette partie-là de l'application. Ok, super clair. Je vois que le temps file. Merci beaucoup Inès. J'espère que cet event vous a appris et que vous repartez vraiment avec du concret, que ce soit pour les outils, pour les recommandations de comment se lancer, prioriser, et que ça a répondu du coup à vos différentes questions. Merci beaucoup Inès d'avoir été avec nous. Si jamais vous avez d'autres questions sur Maestro, sur Lyon, sur les programmes ou que vous voulez creuser sur le produit, n'hésitez pas, on vous remettra aussi toutes les infos et on vous envoie un email récap pour que vous puissiez avoir toutes les informations partagées par Inès. Merci beaucoup à tous. Merci Inès. Très bonne journée. Ah, et si j'ai oublié, n'hésitez pas à nous suivre, pardon. J'ai vu qu'il y avait pas mal d'alumni aussi dans les personnes qui étaient avec nous présentes aujourd'hui. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, on organise souvent ces webinars sur différents sujets liés au produit ou par moment pas trop liés au produit parce que Lyon, il y a aussi d'autres formations. Donc n'hésitez pas à nous suivre pour pouvoir voir tous les événements qu'on organise. Et merci à vous tous et très bonne journée. À bientôt. Au revoir.